La 8e Coupe du Monde de rugby. Jacques Verdier, vous êtes directeur du journal Midi Olympique, écrivain, journaliste spécialiste donc du rugby. Vous publiez une véritable bible. Voici l'encyclopédie mondiale du rugby. Merci d'être avec nous. Qui va gagner? Est-ce que les All Blacks vont se succéder à eux-mêmes dans cette coupe? Écoutez, ce sont les grands favoris. Incontestablement, aujourd'hui, ils ont de l'avance un peu sur toutes les nations, mais on sait que l'Angleterre, qui reçoit, qui est le pays hôte de cette Coupe du Monde, s'est préparée en conséquence. Et puis, il y a cet outsider éternel que sont les Français. Ah oui, vous les voyez comme outsider. Ça va commencer contre l'Italie, c'est gagnable, hein? Oui, c'est gagnable. En même temps, les premières rencontres sont souvent difficiles pour l'équipe de France et affronter nos cousins latins, c'est jamais une partie de plaisir. Donc, on va croiser les doigts parce que, effectivement, je crois que la France a une marge de... Elle est bonne, l'équipe de France, cette année? Elle est prête? Elle est capable du pire comme du meilleur, quoi. Elle est capable de réaliser de très grandes rencontres, de monter très haut son rugby. Elle est aussi capable d'être extrêmement médiocre et c'est toute l'incertitude dans laquelle on est à l'endroit de cette équipe. Point fort, qu'est-ce qui lui manque à cette équipe? Il lui manque de la cohérence, il y a une forme de fragilité, de frilosité chez les Français aujourd'hui à tenter des coups. On a l'impression que l'équipe est parfois un peu sclérosée. À côté de quoi, elle a un excellent pack avec des avants très performants dans ce qu'on appelle les phases de conquête, c'est-à-dire la touche et la mêlée notamment. Il y a quelques joueurs brillants, à l'image de Michalak, Bastaro aussi à sa façon. Mais il faut que la mayonnaise prenne. Ouais, donc c'est souvent chez nous une affaire d'affectif. Oui, c'est pas gagné, vous dites, face à l'Italie, c'est pas gagné. Non, parce qu'on est capable de battre les meilleures nations. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, en finale, notamment contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Mais on est aussi capable des pires contre-performances, comme contre les Tonga lors de cette même Coupe du Monde, etc. Et donc, il y a une forme d'incertitude qui pèse toujours sur l'équipe de France parce que son jeu n'est jamais complètement abouti, parce qu'on est aussi un pays de l'instinct et de la prise d'initiative, et donc c'est un peu s'en remettre au hasard. Oui, alors on parle évidemment des All Blacks. Le Haka va faire trembler l'Angleterre, encore une fois. Ils sont très forts cette année, encore favoris. Ils sont favoris de ce jeu, ils dominent ce jeu depuis plus d'un siècle. Donc ils ont toujours eu un temps d'avance, ils ont tout basé historiquement, sur la vitesse d'exécution, sur la rapidité. Ils sont en même temps d'un modernisme incroyable parce que justement ils inventent toujours quelque chose avant les autres. En fait, c'est le propre même de l'invention. Donc oui, ça reste bien sûr les grands favoris. Et en même temps, on s'aperçoit que lors des matchs couperets, que sont les matchs de phase finale de Coupe du Monde, ils peuvent passer à côté. Et les Français, du reste, les ont battus 2 fois, en 1999 et en 2007. De sorte que les Blacks sont finalement aussi comme les autres. Ils peuvent aussi passer à côté d'un match. Alors l'Angleterre, est-ce que donc, le 15 de la Rose de Stuart Lancaster peut faire aussi bien que 2003 avec Johnny Wilkinson par exemple, où on se souvient qu'ils avaient ramené la coupe dans l'hémisphère nord? Ouais, il y a une différence fondamentale entre les deux équipes. En 2003, c'est une équipe aguerrie, qui travaillait ensemble depuis 3-4 ans, qui était au bout de son rugby et qui maîtrisait parfaitement son jeu. Là, c'est une équipe d'Angleterre en devenir, avec de très bons joueurs, mais certains du reste en Angleterre prédisent que cette équipe est plutôt faite pour 2019, pour la Coupe du Monde à venir, plutôt que pour celle-là. Néanmoins, ça reste une équipe très, très performante qui joue dans son antre de Twickenham et qui fera tout, bien sûr, pour remporter et qui a les moyens de remporter cette alors, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Australie, les Fidji, il y a beaucoup d'équipes. C'est une coupe qui est très incertaine. Oui, il y a les grands favoris qui sont les All Blacks, les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Et après, effectivement, il y a peut-être pas une dizaine, mais il y a 5-6 prétendants légitimes, dont l'Irlande, qui a gagné 2 fois le tournoi Destination, dont l'Australie, bien sûr, l'Afrique du Sud, évidemment, l'Argentine, qui remonte aussi et qui est peut-être capable sinon de gagner la Coupe du Monde, de bien figurer. Et puis, je le répète, les formidables outsiders que sont les Français. On vous sent dans lesquels on veut y croire, mais bon, c'est pas... Oui, parce que tout le paradoxe concernant l'équipe de France, c'est qu'on se dit qu'elle est capable de gagner la Coupe du Monde, mais elle est aussi capable de ne pas se qualifier. C'est-à-dire elle peut perdre contre l'Italie. On est capable de tout. Donc on est peut-être capable d'être mauvais. Alors, Jacques Verdier, vous publiez Anthologie mondiale du rugby, c'est au Midi Olympique Flammarion. Vous y racontez l'histoire de ce sport, mais alors, c'est une épopée incroyable. D'où ça vient, et puis ça a submergé la planète.
La planète Ovalie. Oui, c'est un sport qui prend ses sources dans l'art pastum de romain de Jules César. C'est-à-dire c'était vraiment Jules César faisait pratiquer un sport, enfin ce qui n'était pas un sport à l'époque, mais des jeux à ses soldats qui ressemblaient étrangement au rugby, dans lequel on avait le droit de se plaquer, dans lequel on pouvait se passer une espèce de balle, etc. Il y avait également la féninde chez les Grecs qui ressemblait aussi étrangement au rugby. Mais le véritable ancêtre du rugby, c'est la soule, donc qui se pratiquait au 19e siècle et un peu au 18e et au 19e siècle, et qui lui était emprunté grandement au jeu de rugby. Mais le jeu de rugby proprement dit, c'est les Anglais qui l'ont inventé à travers la légende de Webb Ellis, mais ça n'est vraiment qu'une légende, et qui donc ils l'ont propagé quasiment dans tous les pays du monde, exception faite de quelques pays latins où nous, les Français, avons réussi à imposer ce sport. C'est le vrai en Italie, c'est les Français qui ont amené le rugby en Italie. C'est également vrai en Roumanie notamment. Enfin, c'est une légende, on voit dans ce livre des photos incroyables. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce sport? Sa rudesse et en même temps sa noblesse, son élégance et en même temps une certaine brutalité. C'est à la fois un sport de combat, mais c'est aussi un sport d'évitement. Mais c'est surtout le seul sport de combat collectif. Et c'est très très important, parce que c'est même essentiel. C'est-à-dire que le sport de combat collectif veut dire que j'ai besoin de l'autre, quoi. Et donc toutes les valeurs que l'on prête au rugby, de générosité, de fraternité, etc., qui de fait existent. C'est vrai encore aujourd'hui, oui, ça marche encore ça. Parce que c'est le jeu, ces valeurs-là sont inhérentes au jeu. C'est-à-dire qu'un avant au rugby, aussi fort soit-il, s'il est seul, il est mort, il ne sert à rien. Donc j'ai besoin de l'autre. Oui, mais enfin, on voit par exemple là une photo d'une mêlée, c'est sans pitié quand même. Oui, mais c'est un effort collectif, quoi. C'est 8 avant qui poussent en même temps. Et donc il suffit qu'il y en ait un qui se relâche, il suffit qu'il y en ait un qui soit dominé pour que tout s'écroule. Donc d'où ce besoin on a besoin de l'autre, quoi. Et en ce sens-là, c'est un sport éducatif extraordinaire. Oui. Parce que ça permet justement... Qu'est-ce qu'on apprend? C'est quoi les valeurs finalement du rugby qu'il n'y aurait pas dans d'autres sports, par exemple? Le courage, incontestablement. Oui. Donc le don de soi au service de l'autre. C'est-à-dire c'est vraiment une sorte d'abnégation, quoi. C'est-à-dire que vraiment je donne pour l'autre parce que j'ai besoin de l'autre. Et donc il me renvoie au centuple. Oui, mais en même temps, il y a une souffrance. C'est dur. Oui, mais il y a du plaisir aussi. On en prend plein la figure quand même. Attendez. Dans la boxe, il y a aussi de la souffrance dans le judo, il y a aussi de la souffrance même dans le football ou dans le basket. Non, c'est aussi un sport d'évitement. Ça n'est pas qu'un sport de combat, quoi. C'est aussi un sport d'évitement, de course, de passe, avec là aussi cet ultime paradoxe qui fait qu'il faut courir vers l'avant en passant la balle en arrière. C'est drôle ça. Pour avancer, il faut reculer, quoi. Pour le moins 5 minutes. Je sais pas si mais je crois que c'est Jean Lacouture qui disait que c'était un sport d'intellectuel. C'est peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais c'est un sport infiniment complexe, parfois difficile d'accès, je crois, pour le commun des mortels, mais c'est un sport intelligent, j'en suis intimement persuadé. Voilà, Jacques Verdier. Anthologie mondiale du rugby. Alors, vous, votre pronostic, allez, dites-nous. Non, mais vraiment, n'allez pas me dire que c'est les All Blacks, c'est sûr. C'est pas sûr. Les All Blacks, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, je crois que l'Australie et l'Afrique du Sud seront toujours là, parce que ça reste de formidables équipes. Je pense que les Anglais, chez eux, seront aussi très difficiles à battre, mais c'est quand même une Coupe du Monde très, très ouverte. Et puis, on peut toujours espérer, encore une fois, que les Français soient à la hauteur de l'événement, quoi. Allez, les petits, comme disait l'autre, Roger Coudert. Merci, Jacques Verdier, d'avoir été notre invité. Merci à vous.